Emmanuel Dujardin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Emmanuel, vous êtes un architecte visionnaire. Vous êtes le président de Rougerie Tangram. Et vous êtes également le fondateur de ce beau lieu qu'on appelle Cité Fab à Marseille, qui est un coworking pour les personnes travaillant dans les industries immobilières, d'architecture et de bâtiments. Ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous faites partie de ces architectes assez innovants qui travaillaient dans le respect de l'environnement et qui sont assez soucieux de bâtir un avenir durable. Donc ma question est la suivante. Quel est votre pourquoi ? Pourquoi vous avez créé Cité Fab et pourquoi vous vous intéressez particulièrement à l'environnement et à la durabilité ? Alors, pourquoi ? Il y a beaucoup de pourquoi dans la question. Le système humain, j'ai pris conscience il y a 4 années que, à la suite du Covid, j'ai pris conscience que on allait quelque part dans le mur. Notre système, en fait, il n'est pas durable, il n'est pas... la trajectoire, quelque part, va au bout de la table et on est un peu comme sur un gros porte-container, on avance tout droit et si on n'impacte pas le système, sa trajectoire, on ne sera pas capable de la corriger. Le monde de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage est très responsable d'émissions de gaz à effet de serre et donc on a une capacité à agir qui est forte. Parce que en tant qu'architecte ou urbaniste et paysagiste, on a un pouvoir de conviction. On peut influencer des décisions. Et ça, j'en ai pris conscience vraiment au moment du Covid, en me disant à chaque fois qu'on fait un choix, c'est un choix politique. Quand on choisit un matériau dans un projet de construction, c'est un choix politique. Soit c'est un matériau qui fait partie du monde d'avant, on accepte de continuer à utiliser des matériaux qui valident cette trajectoire qui va dans le mur. Ou alors on se dit peut-être que si je construis avec des matériaux qui sont moins émissifs, donc qui consomment moins d'énergie pour leur fabrication ou pour après leur exploitation, alors on essaye de se comporter en correcteur de la trajectoire. On a un rôle qui est à notre échelle, qui est pas gros, évidemment, on va pas influencer la destinée du monde, mais moi ce qui m'intéresse, ce qui me fait me lever le matin, c'est que j'ai l'impression de participer à mon échelle à un peu de correction du système. Donc si on est en mesure de dire je vais construire en utilisant de la pierre massive plutôt que du béton, en utilisant du bois ou en utilisant de la terre par exemple, en utilisant moins de PVC, en permettant peut-être d'imperméabiliser moins les sols, en plantant un petit peu plus de végétation, en faisant un peu moins de place à la voiture, petit à petit on essaye de mettre en place des bonnes pratiques. Et donc, on influence nos maîtres d'ouvrage, on influence des élus. On a quand même assez souvent l'oreille des élus. Et comme j'ai dit plusieurs fois, des élus avec lesquels on imaginait de construire une école. Vous allez construire une école, on l'inaugurera ensemble dans 3 ou 4 ans. On ne pourra pas se réjouir dans 3 ou 4 ans d'avoir utilisé la totalité du terrain, d'avoir imperméabilisé tout ce qu'on pouvait, d'avoir fait une cour bien belle, en enrobée toute propre, d'avoir planté juste 2 arbres. On ne pourra pas se satisfaire de ça parce que dans 4 ans, on aura eu des inondations en plus, on aura eu encore des canicules, il y aura encore eu des incendies. Et on se dira, zut, on a fait exactement pareil que ce qu'on faisait avant. Donc, dans les projets qu'on mène aujourd'hui, on essaye d'être à chaque fois démonstrateur en se disant, un programme qui est que à rez-de-chaussée, on va vous le proposer en R+1. On va employer moins de terrain, on va rendre un peu plus de terrain à la collectivité. Vous pourrez y faire un centre aéré, un terrain de foot ou autre chose. Ou c'est juste un terrain qui restera et qui permettra à la biodiversité d'exister, qui absorbera l'eau, qui permettra aux végétaux de pousser et qui permettra de rafraîchir l'environnement proche. Donc avec ce pouvoir de conviction, avec ces choix qui sont des choix politiques encore une fois, on essaye à notre échelle d'influencer. Ces choix politiques, on les fait aussi dans nos choix de consommation. Quand on décide de changer de voiture tout le temps, quand on décide... Moi, j'adorerais. En fait, j'ai appris à faire la différence entre mes envies et mes besoins. J'ai envie de rouler en 4x4, j'ai envie de prendre l'avion toutes les semaines pour partir en week-end, j'ai envie de changer mon téléphone tous les ans, j'ai envie de manger tant et plus, j'ai envie d'aller faire les soldes tous les mois, et d'utiliser des Black Friday tous les jours. Mais j'en ai pas besoin, en fait. Et donc, je considère qu'on doit un petit peu revenir à des choses assez essentielles et mettre un petit peu ses envies de côté, parce que l'envie, elle est assez personnelle, et le bien collectif, il n'est pas personnel, il est global. Il faut peut-être mettre un peu ses intérêts particuliers en sommeil pour que l'intérêt général
arrive à exister, arrive à continuer à exister. Voilà, un ensemble de pourquoi. Alors il y en a peut-être plein d'autres aussi, des pourquoi. Je peux parler pendant très longtemps. Histoire de transmission aux enfants, aux générations futures. Cité Fab, c'est un peu ça. Moi, je suis né à Lille, j'ai fait mes études en Belgique. Donc, je suis arrivé ici après mon diplôme, à 22 ans. J'étais jeune architecte et je voulais faire une année en plus. On m'a proposé l'école de Marseille. Et en arrivant à Marseille, j'ai fait cette année. Et puis après, je suis rentré dans une agence, l'agence d'Alain Amédéo, qui était un architecte établi ici. On était 11 à ce moment-là. Et puis donc, il m'a pris sous son aile, il m'a dit tiens, installe-toi en libéral, prends cette table, je te donne un ordinateur, tu me payes un petit loyer, et puis tu peux poser des questions à tous les vieux qui sont autour. Pour moi, les vieux, c'était des gars comme moi aujourd'hui, qui ont 50 ans, un peu de cheveux blancs. Mais moi, jeune, à 23 ans, donc j'avais fait une année de plus, j'avais des ressources à mes côtés, j'avais des tas de gens à qui je pouvais poser des questions, c'était gratuit. Je les entendais parler au téléphone et donc régler des problèmes, donc j'apprenais, ça me nourrissait terriblement. Et j'étais en libéral, donc j'avais mon petit loyer, mais il m'avait dit, si j'ai du boulot, je te le donne, si j'en ai pas, tu te débrouilles, tu vas en chercher. Et donc, j'allais chercher du travail. Parfois, j'ai travaillé pour une entreprise de construction, pour un promoteur, pour un architecte qui faisait des ponts, pour un urbaniste qui faisait des postes à ce moment-là. Donc, ça m'a ouvert énormément de champs, ça m'a donné beaucoup de cordes à mon arc. Et donc, petit à petit, j'ai pris des responsabilités et ça m'a donné de l'assurance aussi. Il faut savoir que quand on arrive d'une autre région à Marseille, je connaissais personne, pas de famille, personne dans l'architecture, personne dans le bâtiment. Pas de contact. Donc, il fallait que je me nourrisse, il fallait que j'aille chercher l'information. Et donc, lui m'a transmis, et puis les vieux, que je dis gentiment avec des guillemets, m'ont transmis un savoir. Et donc, quand j'ai eu l'occasion ici d'acheter les locaux, soit je prenais juste de quoi faire l'agence, soit je me disais peut-être que je peux permettre aussi à des jeunes comme ça d'exister ou de commencer à exister. Donc, j'ai imaginé Cité Fab, c'est la fabrique de la cité. Donc, c'est tous les gens qui ont à voir avec ce travail de fabrique de la ville. Donc, ça peut être des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs, tout type de bureaux d'études. Il y a même des promoteurs aujourd'hui, des assistants maîtres d'ouvrage. Et ça crée un écosystème bienveillant où les gens se partagent de l'information, répondent ensemble à des projets. Et puis, à mon échelle, j'essaye de les aider, en fait. Quand il y a moyen, quand sur le WhatsApp de Cité Fab, je reçois une info qui dit un tel a pas trop de travail, un tel est un peu en difficulté, est-ce qu'on peut recommander un tel, j'essaye d'apporter ma pierre parce que c'est ce qui m'a profité. C'est parce qu'on m'a aidé comme ça, on m'a mis le pied à l'étrier. Est-ce qu'il y a une sélection des projets qui va à nouveau dans tout ce qui est développement durable, au sein de l'agence, ou est-ce que c'est trop niche encore et trop compliqué ou... Non, alors ce qui est étonnant, on a fait la Convention des entreprises pour le climat en 2023. Donc pendant un an, on a fait 6 séminaires de 2 ou 3 jours et au cours de ces 6 séminaires, on a rédigé une feuille de route. Cette feuille de route, elle nous engage. Elle est publiée aujourd'hui sur le site de la Convention des entreprises pour le climat, donc visible de tous. Et on a fixé un certain nombre d'objectifs à horizon 2030, puisque d'un système linéaire, je prends, je consomme, je jette, on envisage de passer à un système circulaire où je réemploie, où je minimise mon impact sur le milieu et j'essaye de devenir régénératif. À l'occasion de projets, j'essaye de faire que je sois positif vis-à-vis de l'environnement, ce qui est vraiment pas évident. Et donc, cette feuille de route avec des engagements, on a écrit des choses, par exemple, on ne construira plus jamais de logements en dessous de R+3. Donc, on ne veut plus faire ni de maisons, ni de lotissements, ni de petits immeubles. On milite pour la densité, en fait. Chaque individu a envie d'avoir une maison individuelle avec un jardin autour. Mais il n'en a pas forcément besoin. Donc, c'est toujours ce schéma mental. On peut accepter de vivre un peu plus proches les uns des autres parce que ça permet d'avoir un très grand jardin, ça permet d'avoir des copains quand on est gamin, c'est-à-dire que en étant dans une copro, on a un petit peu plus de monde. Et donc, on peut partager un peu. Alors, il faut que les immeubles soient bien faits, qu'on n'entende pas trop les voisins, etc. Mais on peut mutualiser un certain nombre de services. Donc, on ne fera plus jamais de bâtiments en dessous de R+3. On s'est engagé, par exemple, à ce que 50% de notre production à 2030, ce soit de la réhabilitation. Aujourd'hui, on est à 11%. Ça veut dire qu'on va vraiment aller chercher de plus en plus des projets de réhab et beaucoup moins de projets neufs.
On s'est engagé à ce que 25% de notre chiffre d'affaires, ce soit des pistes cyclables, enfin des transports décarbonés, donc espace public, piétons, pistes cyclables ou tramway. Et donc, ça veut dire qu'on renonce à un certain nombre de projets. Il y a des projets, on a mis dans cette feuille de route, fuir les clients toxiques, par exemple. Parce que parfois, on avance petit à petit dans ce cheminement vers essayer de corriger la trajectoire. Donc, vous avez des gens qui sont très militants, qui sont très écologistes. Engagés. Nous, on est en voie, on avance, puis des gens qui ne le sont pas encore. Parfois, vous en avez qui ne veulent pas. C'est-à-dire, il y a des climato-sceptiques qui disent « c'est pas vrai, j'en ai rien à faire ». Ok, ça c'est toxique pour nous, donc ça, on les met de côté. Et moi, je suis fondamentalement décroissant. Je pense qu'il faut moins voyager, il faut moins rouler, il faut moins consommer. Mais ce qui se passe, c'est que notre société est plutôt en train de croître. Parce que, en faisant ces choix, ça attire des clients de bien meilleure qualité, des projets plus ambitieux, parce que environnementalement plus intéressants. On vient nous chercher pour faire des projets parce qu'on a pris des positions, parce qu'on fait de la recherche, et ça, je pourrais y revenir après. Et ça amène des collaborateurs qui sont encore plus motivés. Ceux qui n'étaient pas tout à fait en accord avec la philosophie qu'on mettait en place, petit à petit sont partis, donc on a eu des changements. Ceux qui sont venus pour des bonnes raisons. Ils ne sont pas venus juste parce qu'ils se disaient « tiens, il y a un emploi ». On améliore notre façon de recruter, on leur parle de nos valeurs, on leur parle de la Convention des entreprises pour le climat, on leur parle de la raison d'être de l'entreprise, et en fait, tout ça, ça s'aligne. Et donc les projets sont plus moteurs. Et voilà, donc au bout du compte, ça fonctionne mieux pour nous. Donc je trouve que penser vertueux, penser raisonnable, penser écologique, penser moins, l'air de rien, ça fait plus. Mais ça fait plus de projets avec plus faible impact. Donc en fait, c'est positif globalement. Et quel est le projet dont vous êtes le plus fier, On me pose souvent cette question. Je dirais que celui sur lequel, qui a duré 7 ans de ma vie, c'est la transformation de l'Hôtel-Dieu en hôtel intercontinental. C'est une réhabilitation d'un projet, d'un bâtiment, ancien hôpital au cœur de Marseille, et on l'a fait revivre. En fait, c'était un bâtiment qui était, j'ai encore des photos du moment où on a commencé à rentrer dans le projet, qui était décrépit, qui était abîmé, qui était noir, et on lui a redonné une vie. Il est reparti pour une centaine d'années au minimum, puisque c'est un bail d'une centaine d'années. Et ça, c'était 3 ans et demi d'études et 3 ans et demi de chantier. Et là, j'étais encore assez jeune architecte, et j'étais chef de projet. Et là, j'y ai mis beaucoup de moi. Après, depuis ce projet, je suis fier des gens et des projets qu'on mène à l'agence. Mais ce sont moins mes projets, ce sont les projets d'une équipe, ce sont les projets d'un collectif. On a des projets qui sont très démonstrateurs. On vient de gagner, je prenais l'exemple de cette école, on a gagné une école où la question qui nous est posée, c'est « faites-moi une école qui prend bien tout le terrain et qui est à rez-de-chaussée ». On répond différemment et on gagne. Et donc, je me dis, je suis fier de pouvoir influencer en prenant un risque. J'ai même dit au maire, si vous nous demandez de faire le projet à rez-de-chaussée, on ne pourra pas vous répondre. Il faudra qu'on s'arrête là parce que je ne me vois pas l'inaugurer avec vous dans ces conditions. Et ça, je pense que ça touche les personnes. La raison d'être de l'entreprise Rougerie Tangram, c'est pas faire des belles villes pour des gens heureux ou planter des arbres pour que les oiseaux chantent. C'est 3 verbes d'action. C'est inventer, transformer et impacter. On doit inventer des solutions pour transformer la société à notre échelle toujours et impacter le système humain. Et j'ai l'impression qu'en prenant des positions un peu fortes, on arrive un petit peu à impacter. Bon, on arrive à faire peut-être un peu vaciller des certitudes au moment où le monde a quand même besoin de se réinterroger sur son système. Complètement. Et le lieu dans lequel on est, oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Le lieu dans lequel on est, c'est l'ancien bâtiment. On aime beaucoup le jardin, on est passé par le jardin tout à l'heure. C'est un ancien bâtiment administratif, les anciennes affaires maritimes de Marseille. Donc c'est un bâtiment qui est triangulaire, totalement fermé, avec une seule entrée sur la rue qui se fait par un portail. Après, il y a une entrée plus statutaire d'un bâtiment, mais pour rentrer chez Cité Fab et Rougerie Tangram, on passe par le portail, on passe sous un porche, et là, on doit se retrouver ailleurs. C'est un bâtiment de 1906, donc qui a été totalement réhabilité, et ça, j'ai toujours adoré. C'est dans la suite de l'Hôtel-Dieu. On a fait une dizaine de très beaux bâtiments réhabilités.
L'idée, c'est que dans la rue, il n'y a pas de nature. Dans la rue, il y a du bitume et des voitures. Et on est à Marseille. Oui, mais Marseille, c'est une ville qui est quand même très minérale. Hein. Il n'y a pas beaucoup de végétation dans les rues. On dit qu'il y a beaucoup de mètres carrés parce qu'on compte le parc des Calanques. Donc, par habitant, ça fait beaucoup. Mais quand vous regardez dans la rue, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et donc, il fallait qu'en passant ce porche, on se retrouve complètement ailleurs. À l'origine, l'intérieur de l'îlot, c'était un parking, puisque les gens de l'administration se garaient dedans. Quand on l'a visité, on s'est dit... J'avais fait une image au moment du concours. Il y avait des fougères, des palmiers, des dinosaures. Enfin, ça devait être un autre monde. Et résultat, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les voitures, on a mis, il y a 5 très grands arbres, et puis une végétation luxuriante. Il y a maintenant des oiseaux sans arrêt, beaucoup d'insectes, il y a des fruits, il y a même parfois des légumes qu'on plante. Et donc, c'est un endroit extrêmement fédérateur. Les gens s'y retrouvent. Il y a l'image aussi de ce que vous partagez. Absolument. Chaque projet doit être l'occasion de faire une place au vivant, à la biodiversité. La biodiversité, c'est la végétation, c'est les animaux, mais c'est les humains aussi. Les humains, quand ils sont au contact du vivant, je pense, le vivent mieux. Et donc, on le voit, hein, c'est tous les midis, il y a beaucoup de gens, même encore à cette période, il fait froid, et pour autant, les gens déjeunent à l'extérieur. Ce contact de la nature, et je dirais, ma prise de conscience, elle date du Covid, au moment où je traversais ce jardin, puisque pendant le confinement, moi, j'habite ici, j'habite en haut de l'immeuble. Et ben, je passais de l'agence à chez moi, en passant par ce jardin. Mais comme j'étais le seul à franchir le jardin, la végétation a complètement recouvert les pavés. Et j'avais fait des photos absolument dingues où pendant 2 mois, personne n'était venu écraser les herbes et les trèfles et on voyait plus les pavés. Et je me suis dit, franchement, cette végétation, quand l'homme se retire, elle prend de la place et elle est belle. Forte, quoi, et donc voilà, ça a achevé de me dire, il faut qu'on change et qu'on voit différemment. Et donc aujourd'hui, l'ensemble de l'îlot, c'est 4000 m² à peu près. Cité Fab en occupe 500, l'agence 900 m², qu'on a voulu le plus confortable possible. On a labellisé ce bâtiment durable méditerranéen niveau argent, qui était le niveau le plus ambitieux possible, parce que dans la zone où on ne pouvait pas mettre de panneaux solaires, mais on a poussé au maximum les matériaux biosourcés, l'acoustique, le chaud et le froid se font par le sol, parce que c'est confortable, il n'y a pas de clim qui chauffe, ou il n'y a pas d'air qui circule, un coup chaud, un coup froid. On a du liège coulé au sol, on a de la paille de bois au plafond. L'acoustique, c'est vraiment très important. Les peintures sont biosourcées. On a mis tout ce qu'on pouvait, parce que si on veut influencer nos maîtres d'ouvrage, il faut prouver qu'on se le fait à nous-mêmes. Donc on est la preuve. Un bel exemple. Voilà, on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on préconise. Et donc ce lieu, c'est aussi votre investissement, parce que vous investissez vos capitaux propres dans ce lieu. Oui. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous investissez, au-delà, encore une fois, de vos valeurs environnementales? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes un investisseur frileux? Cet investissement, pour moi, c'est la sécurité, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas beaucoup de retraite, c'est juste... Voilà, l'investissement se terminera, le remboursement se terminera à peu près au moment où je prendrai ma retraite. Donc voilà, c'est la sécurité. J'aurais pu limiter l'investissement à l'entreprise Rougerie Tangram, circonscrire. Mais il y avait cette opportunité de 500 mètres de plus. Et je me suis dit, chiche, on y va avec cette idée d'être utile. Et le modèle économique de Cité Fab, en fait, c'est on doit arriver à l'équilibre simplement. Et l'équilibre, c'est réussir à avoir des loyers les plus bas possibles pour les 60 postes de travail, pour tous les gens qui sont ici, parce que quand on démarre ou quand on est petit, on est fragile, surtout dans cette période de crise. Donc, on essaye de ne pas augmenter les loyers ou vraiment d'être le moins possible, parce que le but, c'est pas de gagner de l'argent sur cette exploitation. Là, ça paye le loyer, et si ça le paye pas tout à fait, c'est pas très grave, en fait. L'agence Rougerie Tangram paye la différence, et j'en suis actionnaire majoritaire, donc quelque part, j'accepte quelque part que ça coûte. Parce que j'aime bien que les gens ici soient heureux de travailler, ils ont des conditions de travail qui sont bonnes, les salariés de Rougerie Tangram ont des bonnes conditions aussi. C'est ce qu'on disait, c'est un cercle vertueux. Voilà. Je suis pas un investisseur dont le but est de gagner beaucoup, en fait, c'est pas mon objectif. Moi, j'aime à dire plus dans la transmission. Oui.
il y a des architectes qui font des affaires, moi j'aime faire des projets, et des projets d'architecture, mais des projets de vie aussi. Et j'aime parier sur le fait que des gens éclosent. C'est mon histoire, ça a fonctionné comme ça avec moi quand j'étais tout petit. On m'a fait confiance, on m'a proposé de m'associer dans la structure au bout de 2 ou 3 ans, et que je l'ai racheté derrière, etc. Et voilà, il faut essayer d'être bienveillant vis-à-vis des petites structures pour que elles arrivent petit à petit à éclore. Et je suis le plus heureux quand certaines petites boîtes qui sont chez Citefab embauchent un petit peu de monde et après s'en vont. Parce que ça veut dire qu'on a réussi, elles ont été protégées pendant 2-3 ans, elles ont créé 2-3 emplois, hop, après c'est normal, elles partent, elles prennent des bureaux ailleurs et ça laisse de la place à d'autres. Donc j'ai l'impression de faire partie, oui, d'un cycle de transmission et d'être acteur du changement. Non, je pense qu'on peut finir là-dessus, vraiment c'était super. Merci beaucoup, Merci Emmanuel. Vous pouvez retrouver Emmanuel donc, sur Internet, sur LinkedIn aussi. J'ai vu que vous aviez un gros compte LinkedIn, sur le site de Rouget Tangram et de Citefab à Marseille. Merci Absolument. beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!